Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years.
Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Just something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. One girl, can you tell? I'd like to say, like you gotta say. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to her Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Oh salut, ça va? Alors j'espère que ça va. Je sais que la connexion est mauvaise. On est toujours à droite, à gauche. Salut, vous pouvez dès à présent bien sûr partager le lien de cette revue de presse. J'espère que le son ça va. Dites-moi si tout va bien. Dites-moi, c'est lundi matin. Dites-moi si tout va bien. Ce serait. Oui, ça va. Bon, super. On est là, on vote, mais il n'y a pas de vote à faire. Mais apparemment, ouais, on va voter. J'ai l'impression qu'il y a un jet lag énorme entre ce que je vois et ce que je vous dis. Alors on va faire sans filet, comme d'habitude, comme au tout début de cette revue de presse. Ce week-end, c'était les 20 ans de mon grand-fils et c'était aussi les 30 ans d'Antoine qui présente la revue de presse avec moi. Je lui souhaite un très bon anniversaire, je leur souhaite un très bon anniversaire. On en profite, c'est aussi, j'ai vu, attends, l'anniversaire de qui aujourd'hui? Ah oui, Nicolas Dupont-Aignan. Alors bon anniversaire Nicolas également. Je sais que c'est un fidèle de la revue de presse. Apparemment, il la regarde tous les matins ou presque. Comme vous tous, tous les matins ou presque à 9h ou presque la revue de presse avec une connexion ou pas. Plutôt pas en ce moment. Je suis chez la famille. Je squatte en ce moment. C'est pour ça que vous allez voir de nombreux décors qui vont changer quotidiennement ou presque. Et Maggie est au chaud dans la maison que je suis en train de retaper, donc elle va bien. Je vous ferai une petite vidéo cet après-midi pour vous rassurer. Où est la veste? Derrière moi. Je me suis dit, allez, au diable la veste, au diable la veste. Vous voulez la veste? Ça fait plus, je vous présente les news. Je ferai ça quand j'aurai mon studio, quand tout sera bien fait. Et une connexion extraordinaire. Alors on va parler bien sûr de l'Ukraine qui fait la une de tous les journaux, la campagne qui est quasiment inexistante. On parle un peu du meeting de Zemmour qui a fait 8000 personnes avec Marion Maréchal qui le rejoint. Alors c'est un fail complet puisque tout le monde avait compris qu'elle l'avait déjà rejoint il y a de ça 1 an. Donc du coup l'effet waouh était pas là. Donc du coup bah voilà, elle était là. Ils ont dit bon bah elle est là, bah on le sait, bah merci, bah voilà. Et puis Jean-Luc Mélenchon, meeting exceptionnel à Lyon de 15 000 personnes, meeting pour la paix, c'est important de le rappeler. Là encore, TF1 a totalement oublié de mentionner ce meeting. Ou la bourde, ou la boulette, on a oublié. Non, c'est pas un oubli, évidemment, c'est un choix éditorial. Invisibiliser les candidats qui sont là en train de faire campagne. Il n'y en a que 2 qui font campagne, on peut dire. Les autres ont bien du mal. Bon, Christine Taubira, c'est fini. Arnaud Montebourg, ah oui, c'est fini, il y a très longtemps. Yannick Jadot, il continue. Il continue, mais alors il s'est fâché avec Sandrine Rousseau qui a accusé les meetings EELV d'être carrément des meetings du Ku Klux Klan. C'est compliqué chez les Verts, si maintenant c'est chez les Blancs, putain, donc compliqué pour Yannick. Et puis alors la primaire populaire, on va en parler
Grosse blague, hein. Du coup, les mecs de la primaire ont décidé de dire bah nous, on va voter pour celui qui est le mieux placé. Ça me paraît quand même la moindre des choses, puisque c'était l'idée de cette primaire, c'était de faire un candidat d'union. Donc c'est Jean-Luc Mélenchon. Et là, tous les mecs de la primaire qui étaient amonistes, Jadot, Taubiresc, etc., ils sont dégoûtés. Dégoûtés. Ils disent c'est scandaleux, c'est une blague. Alors Jadot a dit mais c'est complètement ridicule, c'est une vraie blague. Ben non, c'était l'idée de la primaire, c'était de prendre un candidat qui était un peu en avance. Donc voilà, et puis Macron, le sondage sur RTL, vous avez vu, alors j'avais fait le sondage du tabouret, on avait eu plus de 48 000 votes sur Twitter, et 80% des Français préféraient un tabouret plutôt qu'Emmanuel Macron pour un second mandat. Et ben, RTL a fait le même sondage, plus gentil, sans tabouret, en disant « Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron se représente ?» 90% qui disaient « Non, surtout pas, on veut plus le voir, on veut plus le voir. » Et d'ailleurs, pour vous dire un peu comme sont aimés les gens de La République En Marche, je vais vous mettre un petit passage de Jean Castex, qui est allé fermer un peu le salon de l'agriculture en défilant avec les vaches sur les Champs-Élysées, pensant être acclamé par la foule peu chère. Et le voilà, qui se fait carrément couvrir de crottes quasiment, au moins d'injures verbales. Alors, la foule a été gentille, hein. On aurait pu envoyer quelques bouses par-ci par-là, quelques œufs durs ou moisis, mais non, il a été question simplement de dire « Rentre chez toi, démissionne !» Regardez, c'est un accueil digne d'un Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et là au milieu, il fait comme ça. Allez, on salue Monsieur Castex, le président aussi des Champs-Élysées, qui s'en va. Monsieur Brisson, Monsieur Pédanta. Non, Monsieur Castex de Ça, c'est pas de l'amour. Si ça, c'est pas de l'amour. Hein. Si ça, c'est pas un plébiscite pour 50 plus pour s'en prendre plein la gueule. Si ça, c'est pas ce qui est pas dans les sondages ni dans les JT de TF1. Il y a deux mondes, hein, vraiment. Là, on commence à se rendre compte, mais de manière catastrophique. Il y a les plateaux télé où on vous vend Emmanuel Macron le meilleur, la presse des oligarques aussi, on va en parler, et puis il y a la vie, il y a la rue, il y a les gens, et il y a tout le monde qui dit tu en votes Macron? Non, j'ai pas voté, je veux pas, non, je veux pas. Alors, je sais pas si vous me voyez parce que mon débit fait comme ça à peu près, mais voilà. Mais je pense que la revue de presse est quand même beaucoup plus populaire que Jean Castex. Je l'espère. Enfin, ne me faites pas mentir. Partagez un max, bien sûr, cette revue de presse. Abandonnez-nous. Non, abandonnez-nous pas, surtout pas en ce moment. Abonnez-vous sur Twitch, sur YouTube. On a nos réseaux sociaux qui s'affichent en bas. Et sur Patreon, vous pouvez également nous soutenir pour récupérer un mug Le Monde Moderne et d'autres choses réjouissantes. Voilà. Donc c'était quand même génial. Jean Castex. Non mais voilà. Donc là, tu te dis, on se fout quand même bien de notre gueule. Hein. Alors ça sert à rien d'invisibiliser les candidats qui font campagne, qui remplissent des stades et des salles, qui sont là pour dire que le monde peut changer, qu'une autre France est possible, qu'une autre Europe est possible également. Ça ne sert à rien, ça se voit. Hein. Et puis il y a de plus en plus de gens qui éteignent leur télévision, qui éteignent leur radio et qui viennent regarder la revue de presse du Monde Moderne, des médias indépendants et qui se disent mais attendez, mais on m'a menti pendant toutes ces années. Non, on vous a pas menti, on vous a présenté l'information de manière parcellaire. Hein. On n'a pas cherché à vous faire réfléchir. Or, la malinformation, c'est comme la malbouffe. Hein. Quand tu manges mal, tu deviens gros. Quand tu t'informes mal, tu deviens con. C'est fait comme ça. Bon, alors on va essayer de bien s'informer ici, en tout cas. Nous avons toutes les émoticônes de niveau 2, magnifiques. Merci Twitch, merci la vie. Merci la connexion pourrie du réseau. J'arrive même plus à lire le chat. Donc je vais continuer dans le noir. Je vous remercie. Je vois que des émoticônes. Voilà. Beau travail. Voilà, vous allez recevoir vos émoticônes. Je vais envoyer un message pour voir ça. Voilà, merci. Ah, ça remarche. Sauvé. Alexis, attention, le gauchiste fait la pub pour Merluche. Akamit, je fais la pub pour personne. Vous votez bien pour qui vous voulez. Je parle de deux candidats qui font campagne et que je regarde en fait. Zemmour et Mélenchon. C'est les deux qui sont sur le terrain, qui proposent une vision alternative et qui vont pas aller gameler derrière Macron. Tous les autres, quasiment, enfin non.
Il n'y a pas Poutou non plus, va pas aller gameler, ni Nathalie Arthaud. Je parle des candidats qu'on voit, ni Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr, mais qui ont bien du mal, qui n'ont pas les mêmes moyens pour faire campagne. Les deux qui font des meetings, les deux qui ont un programme, les deux qui ont des militants qui collent les affiches, qui font vraiment une campagne là où plus personne ne fait campagne et où c'est genre bon, je peux être ministre, je peux être Premier ministre, Monsieur Macron, on fait l'Union nationale, est-ce que je peux être copain avec vous? Comme Bruno Le Maire, ça lui a bien réussi, lui, ça fait 5 ans qu'il mange bien. Je trouve qu'il. C'est vrai, il mange bien, lui. Voilà. Donc votez pour qui vous voulez, je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter. Par contre, votez s'il vous plaît. Cette élection, c'est dans 30 jours. Ne croyez pas que c'est comme les autres. Hein, c'est vraiment une élection qui va changer, qui peut tout changer. Alors, on me dit, oui, ça va rien changer, etc. Non, 50 plus de Macron, vous allez voir le changement, et ce ne sera pas dans le bon sens. Hein. Et pour nos enfants et nos petits-enfants, avec l'humilité du candidat, on peut vous appeler candidat, vous avez vu cette vidéo? Oui, oui, vous pouvez m'appeler candidat. Et je peux t'appeler, dis donc, président de la violence? Ah non, ça, vous pouvez pas. Je peux t'appeler gros... Non. Et Brigitte, on peut l'appeler? Non, non plus, d'accord. Voilà. Bon, ça frise, voilà. Donc, voilà. Non, mais je dis simplement. Alors, on continue. Et voilà, et voilà, et voilà. Mais bien sûr, la malaria... Non, votez, vraiment votez. Parce que 50 plus de Macron, je vous raconte pas ce que ça va donner, quoi. Après, vous pouvez aussi être sadique, hein. Dire tiens, prends ça dans la gueule, la France. 50 plus. Et puis à la fin, il n'y a plus de France. C'était un beau pays, il y avait le cognac de 14 heures, il y avait une certaine art de vivre, hein, une douceur de vivre même. Et puis les managers sont arrivés, ils ont dit ah, faut bosser, dis donc, jusqu'à la mort. Mettre un petit costard trop étriqué. Et puis attention, c'est fini la pause du déjeuner le midi. Tu prends un sandwich, hein, comme au Danemark. Ah bon, bah. Enfin, monsieur. Au Sénat, je vois qu'il... Ah, mais c'est pas pareil, c'est pas un déjeuner, c'est un déjeuner de travail. Ah oui, est-ce que tu peux me dire si les couloirs humanitaires ont ouvert? C'est excellent, ça. Qu'est-ce que c'est? Des écrevisses en coque. Voilà, non, mais bon. Il y a deux mondes. Mariupol, ville martyre. Alors, on a vu hein, des vidéos terribles. Alors, je pèse environ 15 000 images secondes, donc... c'est quasiment l'animation de l'ours Collargol. Hein. C'est au même niveau pour ceux qui ont connu l'ours Collargol. Donc voilà, vous êtes, nos objectifs c'était 520 abonnés, vous êtes 524, donc je vais revoir les objectifs si le réseau me l'autorise. Oui, je vais le faire. Attention, c'est parti. Commencer un nouvel objectif. Après, un jour j'aurai du réseau. Un jour, vous avez terminé. Voilà, gérer les objectifs. 530. Allez hop. C'est jouable, c'est jouable. Vous mettez fini la pause pipi. Ça bouge de trop. Qu'est-ce qui bouge? Non, ça... tant que la voix va, ça va. Hein. On est en train de se transformer en podcast. Oui, j'ai vu, bien sûr, il faut voir le discours de François Sureau à l'Académie française pour parler de la liberté devant Brigitte Macron, expliquant comment est maltraitée cette liberté depuis l'élection de l'astre de l'Élysée. Et puis je vous invite à voir également mon interview chez François et chez Mike pour expliquer où nous en sommes aujourd'hui, pourquoi nous en sommes là. Collargol, ça remonte. Mais oui, je suis l'ours Collargol, l'ours qui chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol. C'est moi l'ours Collargol. Collargol aurait pu être ministre du redressement productif. Ou Premier ministre. Jean Castex ou Collargol? Collargol, après tout, il chante en mi bémol, c'est beaucoup mieux. Non, Timmy ne pédale pas assez. Et donc Mariupol, ville martyre, alors c'est à la une de tous les journaux, ça pilonne, ça bombarde, mais grâce à un coup de fil de notre président génial, Vladimir Poutine a accepté de faire des corridors humanitaires. Bon, il avait prévu, hein, il y a un cessez-le-feu depuis ce matin à 8h, heure française, pour permettre aux civils d'évacuer déjà 1,8 million de réfugiés ukrainiens. Alors, les Anglais les ont refusés. Il y en a qui sont coincés à Calais parce qu'ils voulaient rejoindre leur père, leur oncle, enfin leur famille, comme beaucoup d'autres réfugiés et migrants. Et les Anglais ont fait comme les autres. Allez hop, non, il n'y a pas de poids, de mesure. On peut saluer parce qu'en France, on a vu quand même un beau déballage de racisme en disant « Ceux-là, on les prend, ils sont blancs. Hein ?
Et puis ils sont vaguement catho, orthodoxes, machin. Non, c'est bien, c'est bien. Ils disent pas à la Wagbar, on les prend ceux-là. Voilà, c'était sur tous les plateaux de télé. Alors après, ils se rattrapent en disant mais c'est normal, ils ont des voitures, c'est les mêmes voitures que nous, on reconnaît les villes. Bon, tandis que bon là, ça, quand ça pilonne des petites maisons en terre, c'est normal. Les images terribles de Mariupol, on voit hein, au niveau d'humain, c'est-à-dire les dégâts que font les bombardements. On aurait aimé, lors des bombardements en Libye ou en Irak, voir également les images terribles. En Syrie, on les a vues aussi. C'est vrai, la guerre, c'est des morts, la guerre, c'est des morts inutiles, la guerre, c'est dégueulasse, la guerre, c'est de la merde. Et vous avez un nombre catastrophique également de soldats russes, jeunes, pour la plupart, qui se font massacrer, tout comme les Ukrainiens, sous les bombes. Donc voilà, il y a juste à condamner cette horreur, peu importe hein, les délires mystiques, puisque on se rend compte que derrière cette guerre, eh bien, il y a un côté religieux assez important. C'est Kirill, qui est le patriarche de Moscou, qui pousse un peu à cette guerre parce que Kiev serait une capitale, un peu une ville sainte. Et il faudrait rassembler toutes les Russies, la grande Russie, la Biélorussie et la petite Russie qui était l'Ukraine, avec ce schisme au sein de l'Église orthodoxe entre patriarques moscovites et puis les Grecs et Constantinople. Enfin bref, la religion. Hein. Quand c'est pas la religion, hop, c'est l'argent. Quand c'est pas l'argent, hop, c'est la religion. On n'en sortira pas. Hein. On n'en sortira pas. Avec cette petite matière fragile et friable qu'est l'humain. Hein, prêt à croire tout et n'importe quoi, prêt à se faire tuer pour des trucs, voilà. Donc, enfin c'est simple, la religion, il y a un truc qu'il faut retenir de la religion, c'est tu ne tueras point. À partir de là, ce serait beaucoup plus simple. Bizarrement, c'est pas le truc que les mecs retiennent, hein. Que ce soit l'Inquisition espagnole, que ce soit les... Non, bizarrement, tuer, c'est cool. Mais c'est écrit en noir sur blanc, tu ne tueras point. Ouais, mais non, mais oh là là, c'est écrit en petit, c'était dans les conditions générales de vente. Moi, j'ai pris l'option djihad. Ah oui, j'ai pris l'option guerre sainte, parce que c'est toutes les religions. Hein. Rappelons-nous les croisades. Et puis là, bah, cette dimension religieuse étonnante, puisqu'on présente Poutine comme quelqu'un de pragmatique, eh bien, il est aussi un peu tenu d'écouter ses conseillers, comment, pas mystiques, mais comment on dirait, religieux, quoi. Ouais, voilà. La guerre est le dernier refuge de l'incompétence. Isaac Asimov, merci pour cette citation. Sainte Sophie de Kiev, voilà. Donc étonnant, mais à souligner hein, cet aspect. Et puis, on va faire des grosses mesures de rétorsion contre les entreprises russes. Du coup, ça va nous retomber sur la gueule, comme on dit gentiment. Hein, c'est un peu genre, allez, on va faire des grosses mesures de sanctions pour les Russes. Ah mais comment on fait maintenant? Ah bah c'est pas grave, on va faire des aides ciblées pour les entreprises touchées. Alors, vous, si vous êtes travailleur, vous allez perdre votre boulot, c'est mon cas. Bon, on va être nombreux dans ce cas-là. Vous n'aurez pas droit à rien parce que vous n'êtes pas vacciné, donc vous êtes sous-citoyen. Même si le pass vaccinal est levé, ne vous inquiétez pas, le Covid va revenir cet hiver. Hein, donc il y aura droit à toutes les doses, le pass, le machin. Enfin bon, là, on est dans la merde pour longtemps, surtout si Macron repasse. Et donc là, on va faire de la dette. Vous allez voir, l'Europe a même un plan de redette. Alors c'est dette et redette. Et re-redette, et paf. Et à la fin, qui c'est qui paye? Ah ben, c'est les cons, là, qui... Nous, de toute façon, on s'en fout. On est à Washington. Quel pays le plus endetté du monde? Bon, donc voilà. Donc, le gouvernement réfléchit à des aides ciblées pour les entreprises touchées. Merci le gouvernement. Merci de ces belles sanctions qui vont nous foutre encore plus dans la merde. Et puis, au-delà des entreprises touchées, c'est la sécurité alimentaire mondiale qui est menacée puisque le cours du blé des oléagineux explose, on en parlait vendredi, c'est du jamais vu, ça s'échange à un prix inédit, bien sûr, au-delà de ça, c'est l'énergie, le gaz, le pétrole qui explose aussi, mais sur le blé, c'est particulièrement grave puisque c'est ce qui avait généré les printemps arabes, la famine, tout simplement, le fait qu'on ne peut plus se nourrir en Afrique du Nord, en Afrique et ailleurs. Et là, la famine arrive, on s'en rend compte. Alors, il n'y a plus d'exportations qui sortent de Russie, qui était un des premiers exportateurs de blé mondial. C'est une arme, le blé. Et oui, c'est une arme comme une autre. Et là, on se dit, mais comment on va faire? Alors, les prix vont exploser. Hein. Commencez à stocker de la farine aussi. Hein. J'avais dit tout ce qui est en poudre, le tang, la farine, tout ça. Hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en poudre? Ouais, de la cocaïne, mais ça sert à rien. C'est Bob et Bobette qui payent. Ouais. Donc on se prépare une belle famine, les amis. Non mais voilà. Qui est.
Quand le prochain perdra à Chambord. Oh, bon, non, c'est la guerre, on ne peut pas quand même faire un déjeuner de travail de cette importance. Enfin, quand même, je sens la famine qui pointe. Au prix où est le blé. Non, ne mangez pas les petits pains, laissez-les. On les donnera au jardin du Luxembourg. Voilà. Travail, famine, pâte, prix. C'est pas mal. Et puis je vous parlais de Zemmour qui abat sa carte maréchal, sa drôle de dame, sa dame de cœur. Alors il y avait plein de métaphores filées. Devinez la présente en disant « Elle est blonde comme une sirène. Elle est belle. » Il aurait pu dire « Elle est blonde comme les blés. » Et il y en a plus, ça coûte cher. C'est Marion Maréchal Le Pen. Bon, elle a laissé tomber le nom de Le Pen pour garder que Maréchal, mais bon, elle est là. Elle a choisi de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Voilà, la jeune mariée, future maman. C'est la carte, c'est l'atout séduction d'Éric Zemmour. Il est très content. Ils sont tous très contents. Il y a Marion qui arrive, mais comme je vous disais, il y a Marion qui arrive, mais en même temps, tout le monde s'en fout parce qu'elle était déjà arrivée dans la tête de tout le monde. Donc voilà, c'était pas énorme. Et puis, à Lyon, Mélenchon, lui, avait un artiste russe qui expliquait militer en faveur de la paix, avoir plein d'emmerdes là-bas. Et on va parler justement de ces militants, artistes en Russie qui ne sont pas du tout pro-Poutine et qui en prennent plein la gueule grâce aux sanctions occidentales, puisque la russophobie est de mise. Il faut haïr maintenant ce grand pays alors qu'ils n'y sont pour rien. Et puis si jamais vous voyez des petits livrets comme ça sur les marchés, alors vous n'en verrez pas parce qu'ils en ont imprimé plein, mais les marcheurs ne font pas campagne. Bon, vous savez quoi en faire. Je fais confiance à votre créativité. Voilà, Macron avec vous. Ah bah ça va pas de beau à voir. Et il est avec nous. Il est avec nous, le Seigneur est avec nous. Et avec votre esprit. Et avec votre portefeuille, et avec la dette surtout. Et donc, il va nous faire une petite campagne, les risques d'une vraie fausse campagne. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte C'est Pauline Thiévenot qui suit le président, qui fait des articles comme as dans le Parisien. C'est le Parisien, il faut expliquer, c'est le journal propriété de Bernard Arnault. Voilà. Le chef d'État entrera-t-il vraiment dans l'arène ce lundi, comme le presse de le faire ses rivaux? Alors, aujourd'hui, Macron entre dans l'arène, il va à Poissy. C'est la ville de Carl Olive. Carl Olive, qui est macroniste quasiment de la première heure, toutes les fois qu'il est sorti voir des Français, c'était des mecs de la REM triés sur le volet à Poissy. Et là-bas, t'as un corridor de sécurité. En fait, il fait Élysée-Poissy. C'est comme au Touquet, tout est prêt, il n'y a rien à faire. Les mecs, ils sont en pilote automatique. Macron arrive, il y a un faux bain de foule, il fait coucou, il dit « Ça va, vous êtes content ?» C'est toujours les mêmes qu'il voit. Il les voit grandir. Alors, il a vu le petit Kevin, il était en CP. Maintenant, il est toujours en CP. Mais bon, et donc, ça se passe très bien. Tu as le masque, tu n'as rien appris ces 2 dernières années. Tu as redoublé 2 fois. C'est formidable ça, la jeunesse. Et la mine, ça te tente d'aller creuser sous terre avec d'autres enfants? Oui, c'est formidable. Donc voilà, il rentre dans l'arène. Il consacre ces 3 jours à la guerre en Ukraine, toujours. Alors il se rase plus le week-end. Il fait comme Gérard Rolls, il fait des photos parasées, un peu comme sur le Paris-Dakar, pour dire « Putain les gars, je suis un aventurier là. Je passe des coups de fil à Vladimir Poutine tous les jours. C'est chaud. J'ai autre chose à faire que de faire la campagne. » Putain, je te jure. Alors, voilà, 200-250 personnes qui sont invitées par le maire. Donc voilà, Carl Olive les choisit. Toi, tu rentres, toi, tu rentres, toi, tu rentres pas. Fidèle, dont il est très proche. La consigne qui a été donnée, c'est que ce soit vivant et représentatif. Alors, on a un macroniste de 2 ans, un macroniste de 40 ans, un macroniste de 70 ans, un macroniste de 65 ans, un macroniste de 75 ans, un macroniste de 20 ans, un macroniste... On n'a que des macronistes, mais ils sont très représentatifs, monsieur le président. Voilà, c'est génial. Du sur-mesure et du grain à moudre pour ses rivaux qui réclament un débat avec lui. En vain, ça s'appelle le débat d'entre-deux tours, renvoie-t-on au QG de campagne. Donc ce petit faquin planqué à l'Élysée qui voulait qu'on vienne le chercher ne veut surtout pas débattre avec les autres candidats à la présidentielle. Si ça, c'est pas du vol, si ça, c'est pas du scandale démocratique depuis qu'il est élu, c'est-à-dire il a foulé au sol, bafoué nos institutions, nos droits, nos libertés, et il continue. Et vous avez des faux sondages qui sont là pour dire « Oh ouais, mais 30%, mais ouais, bien sûr, mais bien sûr 30%, mais oui, frappez-moi plus fort, votre honneur, frappez-moi plus fort, et que Olivier Véran me pique encore davantage dans les fesses, ah oui, oh j'aime les piqûres, bordel. » Non mais voilà, le mec il se cache quoi,
Et donc il va sortir pour faire des faux bains de foule, ça me saoule, putain, mais comment on peut tolérer un truc pareil? Comment on peut tolérer un président pareil? Merde, quoi. D'ailleurs, les enfants, hein, garde ton masque, toi. Non, c'est en extérieur. Encore une semaine à tenir à l'école avec le masque. Voilà, le petit Kevin va peut-être pouvoir passer au CE1. Hein. Il aura peut-être eu des acquis, quelques acquis. C'est quand même dingue. Hein. Et ouais, on n'en parle plus parce que nous, ça y est, t'as les meetings, tout le monde est comme ça. Mais à l'école, c'est le masque. Mais quelle bande de... Je vais rester poli, mais c'est quand même compliqué. Je comprends pas pourquoi le chat est si petit. Avant, on pouvait vous lire, mais là, je peux plus vous lire. Attendez, je vais essayer de trouver... Chatbox. Voilà, la chatbox. Pourtant, c'est 800, je ne comprends pas. Que se passe-t-il sur la chatbox? Je ne sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Donc voilà, les petits, gardez bien le masque encore une semaine. Si vous êtes sage, Christine Lagarde sera la prochaine première ministre. Elle viendra vous voir sans le masque, si vous êtes sage. Et puis Brigitte est toujours là, elle pense à vous. Elle pense beaucoup à vous, Brigitte. Beaucoup. Elle pense beaucoup à vous, les enfants. Beaucoup, parce que c'est très difficile d'apprendre avec le masque. Très difficile. Et alors, rassurez-vous, pour ceux qui sont un peu genre... oh, mais on parle plus du Covid. Ah. Attendez, bon, JO de Pékin, guerre en Ukraine, le Covid revient, les vacances, les petites vacances avec la crise, la famine, tout ça, machin, la dette, va falloir... Ah, mais les vacances, on peut plus faire 2 mois de vacances, les Français. Hein. Non, il faut qu'il n'y ait plus qu'un mois de vacances. L'autre mois est consacré au redressement productif et au remboursement de la dette. Donc vous allez voir, on va sans doute réduire le temps de vacances pour augmenter le temps de travail. Parce que ce que nous promet Emmanuel Macron, c'est de travailler plus. Même pas pour gagner plus. Et donc là, le scénario Covid, pour ceux qui seraient flippés de se dire « Mais je veux pas, qu'est-ce que je fais de ma vie, il n'y a plus le Covid ?» Alors, bon, il y a ceux qui ont déjà perdu la vie, qui ont eu le Covid. Il y a ceux qui ont eu le Covid long, qui se disent « Bon, bah, jamais je vais la retrouver. » Il y a ceux qui ont des myocardites, tout ça, c'est compliqué. Puis il y a ceux qui se disent « Bon, enfin, on passe à autre chose. » Non. Non, le scénario le plus probable est que le Covid va revenir de façon saisonnière à l'automne et l'hiver. Voilà. Ce serait con de s'en séparer, c'était un truc sympa, on commençait à s'y faire, tu vois, le Covid, tout ça. Ce serait dommage. Donc il revient. Voilà. Donc c'est juste... Il n'y a plus rien. Et puis ça... Cette image des rues de Kiev, et non, c'est en Corse, on pourrait croire que ce sont des militants, enfin des défenseurs ukrainiens des libertés. Non, ce sont des Corses qui sont en train de se révolter dans l'île de Beauté suite à l'agression d'Ivan Colonna parce que l'État français se fout bien de leur gueule et là, ça gronde, ça chauffe sur l'île. Ça pourrait être peut-être le début d'une révolution. Ça dépend jusqu'où sont prêts à aller les Corses et qu'est-ce qu'ils vont faire pour dire que ça suffit avec l'État centralisé. En tout cas, ça chauffe de partout. Et là, bon, les flics font gaffe, hein. Attention, c'est pas des LBD dans la gueule, parce qu'il suffirait qu'il y ait un blessé et c'est fini pour la Corse, tu dis ciao, et ça va se passer autrement. Donc ça risque d'être assez tendu. L'exécutif est très très inquiet, hein, il suit ça comme le lait sur le feu. Comme le lait de brebis corse sur le feu, qui du coup passe très vite à ébullition, donc il faut faire encore plus attention que si c'était du lait de vache. Et donc voilà, donc, côté Corse, c'est vraiment une affaire à suivre, puisque j'en parlais dans une revue de presse précédente, l'affaire Colonna est une affaire d'État sur l'assassinat du préfet Erignac, mais aussi la façon dont on traitait ensuite les nationalistes corses. Il y a beaucoup de choses à dire, et le ferry bloqué à Ajaccio, bien sûr, pour éviter le débarquement, notamment des CRS. Mèche courte ou mèche longue? Courte. Très courte. Très très courte. Alors il y a un film pourri là qui sort, La Villa en Corse, je sais pas quoi, avec Christian Clavier ou une connerie du genre. Je pense que c'est le bon moment d'aller voir ça. Je pense pour ceux qui ont les idées, hein, mais vu qu'il n'y a plus le pass sanitaire, en plus c'est le moment de retourner au cinéma voir des daubes. Bah là, il y a celle-là qui a l'air pas mal. Voilà. Alors, le martyr des civils, couverture choc de Libé, puisque les morts commencent à se compter en milliers, évidemment c'est la guerre. Mariupol, Kharkiv et d'autres, Irpin, on continue avec la guerre. Et une interview dans Libé
d'un responsable d'une milice, parce qu'il y a plein de milices en fait qui organisent les checkpoints, la sécurité des quartiers. Le mec a déjà été blessé au combat et là il va créer une milice qui va s'appeler Conan le Barbare parce qu'il est fan de Schwarzenegger. Donc bon, c'est pas viriliste du tout la guerre, c'est pas des mecs qui ont besoin de mettre des écussons avec des têtes de mort, tout ça. Non, c'est un truc d'amour et d'échange. Je pense que c'est le degré zéro en fait de l'humanité, mais c'est ce qui fait qu'on est l'humanité. C'est moche. Alors, t'as des colonnes de chars, t'as des gros joujoux qui sont détruits, t'as des immeubles qui sont détruits, on détruit tout, t'as des vies qui sont détruites, mais c'est pas grave. Tu trouves quand même un moyen de dire ah, bah c'est super, mes copains se sont engagés, alors je m'engage, je trouve ça génial. Et puis, on est en train de faire le petit écusson avec Conan le Barbare, ça va être super. De son côté, Poutine, c'est pire. Alors, il a déjà appelé les Tchétchènes. Il s'est dit c'est super. Et là, il s'est dit moi, j'aime bien les combattants avec une grosse barbe. Et là, il a appelé des miliciens syriens pour faire des combats de rue. Ouais, parce qu'à mon avis, les Syriens, ils arrivent, ils déconnent pas. Hein, c'est pareil, ils ont l'habitude. Et non, mais ça va être une boucherie. Il faudra arrêter ça tout de suite. Le problème, c'est que Vladimir Poutine, il a dit, moi, je suis d'accord qu'on arrête, mais seulement si vous êtes tous d'accord avec tout ce que j'ai demandé. Sinon, j'irai jusqu'à Kiev et je ferai tout ce que j'ai dit par la guerre ou par la négociation. Alors, une négociation où tu fais pas vraiment de négo, c'est bon, c'est compliqué. Donc là, je ne vous cache pas que c'est quand même une situation très tendue. Hein. Alors, il y a les couloirs humanitaires, il y a 1,8 million de réfugiés, comme je vous le disais, mais c'est une situation qui s'envenime quand même, parce que ça n'avance pas beaucoup et que les Ukrainiens se défendent, tout simplement. Et puis, malgré les sanctions et les discussions, les chefs d'État se heurtent au mur Poutine, ce que je viens de vous dire. Poutine a dit, moi, je m'en fous, j'y vais. J'ai un plan. Tu veux du blé? J'en ai plein. Ah, t'en veux pas? Tant pis. Tu veux du gaz? Ah ben, t'en veux pas? Ben, tant pis, j'en ai plein. Tu veux du titane? Non? De l'aluminium? Non plus? Je garde, hein, je m'en fous. Je file ça à mes copains chinois. On va être dans une merde. Avec Bruno Le Maire qui va être là. Nous avons prévu un plan de résilience après le plan de contingence, le quoi qu'il en coûte. Dorénavant, nous sommes endettés à hauteur de 28 millions par Français. Par Français, hein, pas par ménage. Donc ça fait, oui, effectivement, 56 millions d'euros d'endettement par famille, quasiment. Mais tout va très bien. Puisqu'Emmanuel Macron est président. Pour 50 plus. 1,5, j'avais dit 1,8 parce que c'est les chiffres de projection en fait du HCR. On en est à 1,5, donc bientôt on va sans doute atteindre les chiffres du Haut Commissariat. Alors beaucoup vont dans les pays limitrophes, mais aussi certains prennent l'avion, arrivent en France, à Beauvais, ailleurs. Il y a plusieurs sites pour accueillir des réfugiés, des migrants, et pas seulement ukrainiens. Renseignez-vous auprès d'associations si vous avez de la place chez vous, si vous souhaitez faire autre chose que la guerre, accueillir une famille, des gens qui sont tout quittés parce qu'ils risquaient leur vie, ça peut être quelque chose de sympa, hein, par les temps qui courent. Et puis oui, il y a le docu Donbass. Évidemment, maintenant qu'on a censuré tous les médias du côté occidental et que la Russie a censuré tous les médias du côté russe, très difficile de s'informer. TikTok a suspendu son service, donc les jeunes Russes qui s'informaient via TikTok, c'est fini. Pareil, Twitter, Facebook sont suspendus en Russie. Et nous, de notre côté, c'est RT France, Sputnik qui sont suspendus. Et puis, comme les correspondants ne peuvent plus faire leur boulot, ils ont été rapatriés. C'est très compliqué d'avoir des infos. Donc attention à ce qui passe, vous allez avoir beaucoup de fake, vous allez avoir beaucoup d'infos dont on ne sait pas. Et il y a bien sûr Anne-Laure Bonnel, cette journaliste française au Donbass, qui explique que du côté du Donbass, il y a aussi l'armée ukrainienne qui pilonne, il y a aussi des victimes. C'est dans tous les sens que ça fait la guerre. Et oui, il faut être deux pour se foutre sur la gueule. Sinon tu peux te maraver tout seul comme dans Fight Club. Ouh, le spoil, mais voilà. Donc Anne-Laure Bonnel à suivre également, qui a eu quand même droit à une tribune dans le Figaro pour expliquer ce qui se passait. Et puis en Russie, la répression des manifestations ne décourage pas les opposants à la guerre. Et ils sont nombreux dans la rue à s'opposer à la guerre, justement. Il y avait notamment Svetlana Ganouchkina, présidente de l'ONG Civile Assistante Comité, une des grandes figures de la défense des droits de l'homme en Russie. Elle avait 80 ans, elle a été arrêtée près de la station de métro Teatralnaya à Moscou. Et comme des milliers d'autres Russes, elles manifestent. À Novosibirsk et Ekaterinbourg, il y a eu environ 2500 personnes qui ont été arrêtées, selon OVD Info.
C'est simple. Alors je sais pas comment ils sont arrêtés, où est-ce qu'on les met, parce que ça commence à faire quasiment 4000 personnes qui ont été arrêtées depuis le début des manifs contre la guerre. Et pour vous dire combien la guerre est impopulaire, même au Kazakhstan, une manifestation contre la guerre en Ukraine a été autorisée par le pouvoir, alors que d'habitude elles sont plutôt interdites, les manifs au Kazakhstan. Et 2000 personnes se sont réunies dans le centre d'Almaty, la capitale économique du Kazakhstan, pour manifester bien sûr leur opposition à la guerre en Ukraine. Donc les censures contre les Russes sont des censures contre ces gens qui manifestent contre la guerre. C'est tragique parce qu'ils ont besoin de notre soutien, parce que tous les gens de bonne volonté qui ne veulent pas la guerre ont besoin de notre soutien. Qu'est-ce que les propos immondes? Ils étaient en guerre aussi. 1500, vous êtes plus de 1500, merci à vous. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, même si la connexion est pourrie. Vous verrez quand la connexion sera super, on sera à 2000. Et puis on a besoin de vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif ce matin c'est 530 abonnés, si on peut le faire sur Twitch, mais vous pouvez vous abonner gratuitement sur YouTube et puis nous financer via Patreon, et d'autres liens arrivent. On a vraiment besoin de vous, de cette audience, pour décrypter chaque matin l'info telle qu'elle vous est présentée et passer de la malinformation à la drôle d'information, puis arriver à en rire, parce qu'au point où on en est, autant en rire. Vous allez voir d'ailleurs, les échos m'ont bien fait rire. Si vous restez jusqu'à la fin de cette revue de presse, il y a un petit truc, mais vraiment très très drôle. Voilà, c'était le truc qui m'a le plus fait rire dans cet océan de tristesse de ce matin. Alors, quand même, on aimerait bien choper la thune des oligarques, mais c'est difficile. Hein. La difficile traque du magot des oligarques en France. Alors, ils sont malins, les oligarques. Hein. C'est comme Bernard Arnault, comme le patron de Corian. Hein. Ils arrivent à ne pas avoir de nationalité. Alors, souvent, ils en ont plusieurs. Hein. Donc, ils arrivent à passer d'un pays à l'autre très facilement. Ils ont des jets en plus, donc pas besoin de passer par l'aéroport avec un contrôle d'identité. Ils ont des gros bateaux, ils ont des grosses sociétés de philanthropie. Bref, surtout, ils organisent leur insolvabilité. C'est-à-dire que quand ils achètent un appart de 25 000 m² à Paris, c'est pas eux. C'est une société écran qui passe par là, etc. Donc, savoir quelle est la fortune des oligarques, quels sont leurs biens, est quasiment impossible. Alors que toi, Jean Dupont, avec ton scooter, dès que l'huissier arrive, il dit « C'est ton scooter, ça ?»« Non, je l'ai acheté via une société écran au Panama. » Et bon, ça c'est ta télé, ça? Non plus. Alors figurez-vous que c'est un ami en fait qui et ça c'est ta Rolex? Ben non, c'est une fausse Rolex que j'ai achetée au marché chinois de. Ah bon, d'accord, mais on te prend tout quand même, Jean Dupont. Pourquoi? Parce que c'est toi, on sait qui tu es, on sait que tu as tout acheté, on sait que c'est à toi. L'oligarque, t'arrives, tu fais, c'est ton appart, Nikita? Нет, не studio, Bon, c'est pas du russe, hein, je parle. Я говорю по-русски. И меня зовут Алексей Poulin. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Ты говорю по-русски. Да. Donc très compliqué de chasser l'oligarque, hein. Très très compliqué. Et alors il y en a un qui a tout compris. C'est Abramovich, Roman Abramovich, qui est le propriétaire du club Chelsea. Alors Londres est quand même la capitale la plus corrompue, puisque les oligarques russes ont acheté toute la classe politique anglaise et à peu près toute l'économie londonienne. Donc ils font du blanchiment d'argent à donf à Londres. C'est la capitale européenne, hein, des oligarques russes. Et alors Abramovich, lui, il a tout compris. Il fait comme Jeffrey Epstein. Il a fait plein de fondations pour aider plein d'œuvres, d'associations, notamment Yad Vashem, etc. Beaucoup d'associations juives. D'ailleurs, l'État juif a dit surtout, ne touchez pas à Roman Abramovich. C'est un bienfaiteur du peuple juif et de l'humanité. Et souvent, vous verrez que les milliardaires se cachent derrière des fondations philanthropiques pour bien être intouchables. C'est ce que faisait Jeffrey Epstein. Alors lui, il avait financé toutes les écoles juives de New York. Il avait financé les centres de recherche Harvard, etc. Pareil, sa partenaire de crime, sa complice Ghislaine Maxwell, avait une fondation pour sauver les océans. Hein, l'écologie, c'est pas mal aussi. Donc ils ont très vite compris qu'il fallait se cacher derrière un glacis philanthropique pour être intouchable, parce que quand tu files de la thune à tout le monde, tout le monde trouve que t'es sympa. D'ailleurs, c'est pas parce que vous m'avez pas demandé de faire Nicolas Sarkozy que je vais pas le faire. Je vais le faire et je trouve que vous êtes extrêmement sympathique. Vous m'êtes très sympathique. Не говорит по-русски. Я.
et Marina Abramovic. Bah bref, la Fondation Poulain, elle s'appelle Le Monde Moderne. Elle est sur Patreon. Vous pouvez d'ores et déjà faire des dons de 1 euro par mois jusqu'à 150 euros par mois, jusqu'à 1500 euros par mois, jusqu'à 1 million d'euros par mois, comme le fils Biden en Ukraine. Non, c'était 70 000 dollars par mois, hein, avec Burisma, à rien foutre. Donc vous pouvez aussi me financer à rien foutre via Patreon, hein, je prends. Et mon amour sera bien sûr pour des siècles et des siècles, hein, voilà. Les mecs, ils se réveillent quand j'imite Nicolas Sarkozy, mais je l'ai fait avant. Bon, j'ai touché, 3 millions de la part de l'oligarque russe, mais pour un travail nécessaire. En tant qu'avocat, j'ai un cabinet à faire tourner, puis bon, je fais fructifier mon carnet d'adresses. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ça y est, Sarko revient. Vous adorez Sarko, mais il va falloir que je diversifie quand même les imitations entre les actions de merde, Sarko, François Hollande, Macron qui est infaisable. Personne ne sait faire Macron. Jean-Brigitte. Salut Manu, ça va? T'as bien dormi? Salut Brigitte. Jean Castex. Ah, c'est bon. Compte tenu de l'accueil délicat et compliqué qui m'a été fait au salon de l'agriculture, il a été décidé, en accord avec les autorités compétentes et le chef de l'État, de remettre le pass vaccinal pour une durée indéterminée d'environ 10 ans. La 8e dose est dorénavant nécessaire pour avoir accès à la cantine du Sénat. Voilà, ce serait une révolution. À Mosinor. Il fait bien, ah ouais, mais Mosinor est très très bon. Oh. Putain, sa vidéo avec Nafissatou Diallo et DSK, quoi. Et là, je le pointe, Merveilleux. Je sais pas qui est Mosinor, mais je le salue. S'il nous regarde. Ah, Papy Schwab aussi est très très bien. Il est très bien. Mais en ce moment, on parle moins de lui. Oui. Alors, le montage de Macron, c'est celui de Yo-Yo, de sa vidéo de campagne. Là, je discute avec les gens du chat. Nous sommes prêts. Je suis prêt. Montreux, la Suisse, j'aimerais bien bientôt. Alors bientôt, par contre, dès la semaine prochaine, je crois que je suis à Mulhouse, les amis, pour L'homme qui tua Muammar Kadhafi, mais je vous redirai. Mosinor, c'est la classe. Mais cette revue de presse aussi, je trouve que c'est la classe. Même si la connexion est nulle, je trouve que c'est la classe. Alors, amenez vos roubles, hein, le ruissellement. N'hésitez pas à nous soutenir, au moins gratuitement, simplement en partageant le lien de cette revue de presse, en la faisant connaître, le bouche à oreille, en parlant autour de vous, en disant « Regarde, j'ai trouvé un truc le matin, j'arrive à rigoler ». Et puis Libé qui fait un dossier sur Macron et le social, 5 ans d'à-coups sociaux plutôt que les acquis sociaux. Et c'est vrai qu'il n'a pas été avare en déconstruction de la République sociale Emmanuel Macron et en violence. Alors violence physique, hein, pour les manifestants dans la rue, et puis la violence sociale. Alors vous avez des interviews dans l'IB des responsables syndicaux, certains qui pensent que oui, ça va, on a négocié quand même la taille de la chaîne, hein, bon, c'est comme d'habitude, et puis d'autres qui disent non, c'est du jamais vu, cette violence avec Ruquier, la caricature Macron, j'ai pas vu. J'aime énormément. Qu'est-ce que vous dites? J'aime énormément. Attendez, j'essaie de vous lire, j'essaie de suivre. Les peintures en arrière. L'artiste, c'est une tantine. C'est une tantine de ma femme qui fait les peintures. Bon, elle n'a pas l'accent comme ça du tout, hein, mais oui, c'est très joli. Écoutez, je vous donnerai le lien, mais c'est vrai que c'est très joli. Je devrais garder ça. Je vais rester là. Enfin, la connexion est quand même pourrie. Je vais essayer de trouver une meilleure connexion. Donc, dossier, voilà, le social. Et puis, on va faire en détail le bilan de Macron avec le Figaro, là, dans un instant, vous allez voir. C'est quelque chose de formidable. Et puis, alors, je vais vous parler de la primaire populaire, la rigolade. Désolé, je fais des accents ce matin, je ne sais pas pourquoi. Blague du samedi. Après le renoncement de Christiane Taubira, qui avait raflé la mise, la primaire populaire apporte son soutien au candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. La décision a été prise après un vote du conseil d'administration. On se gondole. Mélenchon et les siens ont cogné pendant des semaines sur les organisateurs. Une bande de rigolos qui fait du mal à tous les candidats, disait-il. Ouais. Enfin,
Hidalgo a tapé dessus, Jadot a tapé dessus, tout le monde a tapé dessus, sauf Taubira, puisque c'était pour elle. Elle devait avoir les signatures, elle devait faire sa petite candidature pour faire perdre Jospin. Bon, ça n'a pas marché cette fois-ci. Pas faire perdre Jospin, ça c'était en 2000. Non, mais l'idée c'était de dire, oh non, quand même, Mélenchon, il crie trop fort. Alors du coup, ils sont dans la merde, parce que bon, alors ils trouvent un angle pour dire, mais c'est pas possible. Le postulant de la France Insoumise soupçonnait le cofondateur du collectif de rouler pour Macron. N'importe quoi. Mais ça, c'est Rachid Larèche qui sort des trucs pareils. Bon. C'est tellement drôle. Une sorte de télé-réalité. Revenons à la blague du samedi. Désormais, les Insoumis remercient les rigolos de rejoindre leur campagne. Mais le rire est ailleurs. Les organisateurs ont mobilisé du monde pour le scrutin. C'était joli, et après. Ils étaient où pendant la campagne de Taubira? Pourquoi ont-ils disparu des radars en février? Pourquoi ne soutiennent-ils pas Jadot, arrivé deuxième lors du vote? C'est vrai ça, Yannick Jadot. Pourquoi Sandrine Rousseau se fait virer de LV? Pourquoi la campagne de Jadot n'existe pas quasiment? Pourquoi le candidat le mieux placé à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, et les gens de gauche qui ne veulent pas voter pour lui ne sont pas de gauche au premier tour? Parce qu'à un moment, le vote utile, genre, ah oui, non, mais ah non, je peux pas. 50 plus de Macron, t'es que t'es pas de gauche. Ni de droite d'ailleurs, enfin t'es macroniste. Et c'est ton droit, mais chacun a des pratiques sexuelles particulières, mais c'est ton droit. Jadot n'imprime pas, il est écolo. Non, il n'imprime pas du tout. Puis alors là, le côté je défile derrière la bannière ukrainienne à côté de BHL, il y avait Anne Hidalgo, Jadot, BHL, tous les mecs qui étaient là pour faire la guerre et tout, enfin pour dire oui, il faut faire la guerre pour la paix. Et Jadot, compliqué quoi. Puis il a fait un grand discours encore, enfin bref, vous savez, c'est après, il y a des gens qui vont voter LV pour dire non, mais il faut qu'on sauve des places de toute façon. Hein. Mais honnêtement, si vous êtes de gauche, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Quoi. Le seul qui a une infime chance d'être au second tour, et là ce serait rigolo. Moi je rêve d'un second tour Zemmour-Mélenchon. Là ce serait une vraie élection. Tu vois, tu te dis putain, alors là, démerdez-vous. Et là, et surtout de voir la gueule des macronistes qui ne seraient pas au second tour. En disant, qu'est-ce qu'on fait? Notre plan de carrière, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus les maltraiter 50 plus. Je rejoins Zemmour ou Mélenchon, qu'est-ce que je fais? Non, je reste dans l'opposition contrariée. Là, ce serait génial, un deuxième tour sans Macron, tu vois. Paf! Mais bon. Un vrai choix de société, une vraie élection, ça changerait. Et puis les menaces et boycotts en Russie, la double peine des artistes et opposants, ce que je vous disais tout à l'heure, Toulouse qui a fait démissionner un chef d'orchestre obligé de quitter et son orchestre en Russie et son orchestre en France, ne voulant choisir entre personne. De nombreux artistes qui sont obligés de quitter ou de disparaître des écrans radars pour ne pas être soumis à la censure ou pire en Russie parce qu'ils s'opposent à la guerre et ceux-là n'ont aucun soutien de la part de l'opinion internationale. C'est ça qui est terrible. J'aimerais qu'on pense à eux ce matin, qu'on les soutienne et qu'on dise qu'il y a des Russes, et ils sont nombreux, qui critiquent la politique guerrière de Vladimir Poutine, et ceux-là ont besoin de notre soutien. Il faut arrêter la russophobie parce que c'est dégueulasse. Voilà. Donc, quand je vois la bêtise de certains, pour ne pas les citer, qui sont là à dire « Ouais, il faut carrément cancel la Russie, quoi. J'en ai rien à foutre, mais pendant 30, 60 ans, il faut que la Russie n'existe plus sur la scène internationale. C'est un petit pays qui ne vaut rien. » Ça me fait vomir. Et puis, on était habitué au « j'assume hein. ». Oui, j'ai mutilé les Français, j'assume. Eh oui, il assume son bilan. Alors, le « j'assume », c'est le « je t'emmerde hein. ». Donc, face aux critiques, Macron assume son bilan. Alors, il l'assume sans débattre, hein. Il l'assume sans faire campagne. Il l'assume, bien sûr, en maquillant son bilan comme une voiture volée. C'est quand même c'est de l'escroquerie XXL, hein, soutenue par la presse oligarchique. Donc, voilà, le mec assume et le bilan, on va le faire. Vous allez voir, c'est le Figaro. Propriété du groupe Dassault qui fait le bilan de Macron. Alors, Dassault, ils ont bien vendu, hein, ce Macron. Alors, le bilan, je ne sais pas si on va le faire, en fait, ça me saoule. Améliorer le pouvoir d'achat de tous les travailleurs, et là, ils te mettent un tic vert, déjà. Là, déjà, tu te dis, bon, ça commence mal, parce qu'en vrai, non, on n'a pas gagné en pouvoir d'achat. Ça, c'est la propagande macroniste qui veut te faire croire que tu as gagné en pouvoir d'achat travailleur. Non, il a fait gagner le pouvoir d'achat des rentiers. Pas les travailleurs. Les travailleurs, ils sont toujours dans la merde, ils ont même perdu en pouvoir d'achat. Quand l'essence est à 2 €, c'est pas que la guerre en Crimée. Hein. Voilà.
Le coût des APL, le coût... Non, 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 franchement. Augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers, des employés, des salariés les moins bien payés. Là encore, ils te mettent un tic vert là-dessus. Non mais, El Figaro, vous êtes sérieux là? Je veux bien que vous soyez bourgeois, tout ça, machin, mais faut pas déconner, là, c'est pas non plus un tic vert. Ah là, si, mais en fait, ils ont pris les racontards macronistes et ils ont mis d'accord. Rétablir les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires. C'est en cours. Ramener le taux de chômage à 7% en 2022. Tic vert. Vous vous foutez vraiment de la gueule du monde, en fait. Bon, tout ça avec une dette cataclysmique. Mettre fin aux injustices de notre système de retraite avec un système universel. Mais il n'a pas pu le faire, c'était à cause du Covid. Ah, sinon, on n'aurait déjà plus de retraite. Donc là, il faut 5 ans de plus pour vraiment saper les retraites, la sécurité sociale et l'éducation. Après, on sera vraiment dans une société néolibérale ultra-violente et on pourra ne compter que sur soi-même et un Opinel. Pour le moment, ça tient comme as. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Engager un effort national de formation sans précédent pour former 1 million de jeunes. Ou 1 million de... C'est un jeune, une solution, un jeune, un iPad, un jeune, un Cédric O, un jeune, tous anti-Covid. Bim. Ensuite, le bilan économique, supprimer les charges des micro-entreprises, oui. Soutenir l'investissement privé, oui. En baissant l'impôt, oui. Créer un prélèvement unique sur les revenus du capital, oui. Ça permet de rendre les riches encore plus riches. Transformer le CICE en allègement des charges pérennes de l'ISF en impôt sur la fortune mobilière, oui. Tout ça, c'est que des cadeaux aux riches. Impôt sur les grands groupes de l'Internet et leur chiffre d'affaires réalisé sur notre sol. Oui, mais c'est un tout petit impôt de rien du tout, en fait. C'est une broutille pour dire on travaille avec vous pour la censure des comptes des opposants. Voilà, comme ça, on fait semblant, Lutter contre les arrangements fiscaux entre État et entreprises. Ah, bip, pas trop. Autre bilan, c'est François Bayrou. François Bayrou qui, je pense, mérite le titre de Sus-Boule d'Or du quinquennat. Voilà ce qu'il disait il y a de ça quelques jours, le 16 février. Emmanuel Macron était un homme très jeune en 2017. Il avait de précieuses intuitions, mais il n'avait pas cette intimité avec notre pays. Cette expérience des crises qu'il traverse, il s'est découvert et il a approfondi ses intuitions. Il n'a pas que approfondi ses intuitions. Il a aussi creusé la dette et puis il a aussi fait très très mal aux Français. Il a approfondi ses intuitions. Mais François, mais si tu n'existais pas, mais faudrait t'inventer, mon commissaire au plan. Le très haut, pardon. C'est le très haut commissaire au plan. Il est très très haut, François Bayrou, très très haut dans la ligue d'or de la susboulerie. C'est quand même un des champions du monde. Toute catégorie, je pense que tu le mets même avec des susboules de Poutine, il gagne. Donc il y a moyen, il faudrait faire un championnat du monde de la susboulerie. Et nous, on a notre champion national. Hein. Voilà. Il y a lui. Manuel Valls, c'est plus le tireur de pompe. C'est plus laborieux. Moi, je suis bien, parce qu'il essaye de se faire mousser. Tu vois. François Bayrou a tout laissé tomber. Il fait tout de manière totalement désintéressée. Il a eu tout ce qu'il voulait, il est pas en tôle, il a son poste qui sert à rien avec un bel hôtel particulier à Paris où il y va jamais. Il a même une conseillère municipale de Pau qui bosse pour son haut commissariat au plan. Alors il a pondu 4 rapports, 12, je sais pas combien de rapports de quelques pages, hein, pour dire ce serait bien si Emmanuel Macron était réélu 50+. Signé François Bayrou, bisous. Voilà. Merci monsieur le haut commissaire. Appelez-moi le haut commissaire au plan, s'il vous plaît. Oui. Bonjour monseigneur, bonjour. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me faire une note sur mes grandes réussites et comment on pourrait orienter la politique sectorielle de l'énergie, notamment pour les 30 années à venir, avec, si possible, en ligne de mire, la fin du gaz russe? Pas de problème, monseigneur, j'ai Wikipédia et Google. Et hop, bim, il te pond un truc formidable. Voilà, donc formidable. Ça, c'est le bilan de Macron. Je pense que on a redécouvert François Bayrou sous un autre angle. Hein. Voilà. Non, on n'a rien redécouvert, c'est une catastrophe. Autre bilan, proposer une grande loi de moralisation de la vie publique. Et là, le Figaro me fait encore rire en mettant un tic vert. Vous voulez faire la liste des affaires sous la Macronie ? Alors il y a le Macronscope, que je vous invite à aller voir, qui fait de manière factuelle tout ce qu'a fait et dit Emmanuel Macron chaque semaine, notamment avec les affaires. Il y a plus d'une vingtaine, que je dise une trentaine d'affaires de conflits d'intérêts. La dernière en date, c'est Madame Elimas, qui était secrétaire d'État à je sais pas quoi, qui vient de démissionner, de demander de démissionner par Castex même, tellement le rapport sur le harcèlement qu'elle opérait auprès de son cabinet était terrible. Elle a finalement démissionné des semaines après. Ça, c'est la dernière en date. Mais vous avez Thierry Solaire, conseiller proche de Macron,
Macron, pris dans des conflits d'intérêts, en veux-tu, en voilà. Et puis, bon, la liste est beaucoup trop longue pour la faire, mais parler de moralisation de la vie publique avec la Macronie, c'est un peu comme parler, je sais pas, de l'amour. En fait, j'ai même pas. Si vous avez des idées de métaphores, je suis preneur. 1579, allez, on pousse jusqu'à 1789. Moi, j'aimerais qu'on soit un jour 1789 devant ce stream, ce serait formidable. C'est comme parler d'amour courtois avec Gérald Darmanin. Mais oui, c'est beau. Ô douce damoiselle, moi qui lisais l'ancien François et qui aimais tant les poèmes de Villain, vous rassurez sur mes nobles manières et la façon dont j'aimerais vous courtiser encore longtemps. Bon, allez, tu me suces la bite là, j'ai un appart à te filer. Voilà, bon, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée de la moralisation de la vie publique, quoi. Et puis, tuer les tous, Fourche 2022, attention. Humaniste, Patreon, c'est des contributions, absolument, pas des investissements. Si vous pouvez, vous pouvez. On a aussi un compte en crypto. Vous pouvez donner via le site du Monde Moderne. Si vous souhaitez donner des cryptos, pas de problème. Pas de problème, crypto. Tu peux m'écrire en privé et je te dirai par où ça passe. Alors. L'amour, autant de l'amour courtois en Macronie, ben non, mais voilà. Après, bon, il n'a pas amélioré non plus, développer la participation des citoyens. Là encore, le Figaro me fait rire, tic vert. Bah alors, qui c'est qui a perdu un œil? Qui c'est qui a participé? Ah bah il a perdu. Alors si c'est le grand débat, les gars, c'est du foutage de gueule. Après, pareil, la Convention citoyenne, énorme foutage de gueule. Il n'y a eu que de l'esbrouf pendant 5 ans. Donc ça va. Améliorer le renouvellement et le pluralisme de notre vie politique en réduisant d'environ 1/3 le nombre de députés. Alors, là, ils mettent une croix rouge, et pourtant, il a totalement réduit d'1/3 le nombre de députés. Hein. Le nombre de macronistes qu'elle est jamais à l'Assemblée. Là, vous avez sur le nombre de députés La République En Marche, le nombre de gens qui, tu sais même pas qui c'est, mais même en circo. D'ailleurs, le mec fait le marché, il est incognito. C'est quand même les députés qui ont réussi à être le plus sous le radar de la 5e République. Hein. Je fais, bonjour, vous êtes vraiment député, vous? Oui. Enfin, non. Enfin, oui. Enfin, je vote ce qu'on me dit de voter, dans votre intérêt. Parce que vous êtes bête. Mais comme le chef, il est intelligent, il me dit ce qu'il faut voter, puis je vote bien. Donc il l'a fait un peu. Instaurer une dose de proportionnelle. Parce que s'il y avait la proportionnelle, on aurait peut-être une assemblée représentative. Peut-être même je serais député, tiens. Ah bah ça, ce serait rigolo. Obliger les formations politiques à respecter la parité dans la représentation de leurs candidats. Non. Et d'ailleurs, autour de Macron, il n'y a que des hommes dans l'équipe de campagne. Sauf Marlène Schiappa et Jean-Brigitte. Et encore, elle n'a pas un rôle vraiment exécutif. Mais du coup, Marlène Schiappa, elle a tenu 5 ans de ça. Déjà, tu comprends la maltraitance, 5 ans de Marlène Schiappa. C'est normalement, dans un gouvernement normal, elle faisait 1 an pour rigoler. Puis après, tu dis, bon Marlène, tu écriras un livre sur ton expérience de ministre, tout ça. Et là, le mec, non, elle est tellement bonne, il la garde. Bah oui, c'est une ministre qui imprime, comme on dit. Les gens la connaissent, quoi. Ouais. Pas pour le meilleur, mais ils la connaissent. Le bilan. Donner la priorité à l'école primaire pour que tous les élèves sachent lire, écrire et compter en arrivant en 6e. Raté. Bon, avec le masque, en même temps, c'était difficile d'apprendre quoi que ce soit. Mais bon, on va dire, c'est la photo Covid. C'est pas grave. Mais en même temps, je vais vous dire, cette élite germano-pratine, ça l'arrange que le peuple soit inculte. Moins tu sais lire, écrire, compter, plus tu vas voter n'importe quoi. Et puis à la fin, tu n'auras même plus le droit de vote, tu verras rien du tout. On va te l'enlever comme le rein pour rembourser la dette, ça va passer crème. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe très bien. Donner plus d'autonomie aux équipes éducatives qui seront suivies et évaluées. Vous serez suivis et évalués. Attention, ça veut dire donner plus de thunes au rectorat qui servent à rien, tandis que le prof, lui, il a toujours moins de moyens et il s'en prend plein la gueule face à élèves. Merci Jean-Michel. Jean-Michel Blanquer, pas l'autre. Moderniser le baccalauréat. Moderniser le baccalauréat. Ouais, le foutre en l'air, ouais. Ce contrôle continu, terrible, avec les maths qui ont été sabordés. Bref, Jean-Michel encore. Allez, Jean-Michel encore. Limiter à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes CP et CE1 en zone prioritaire. Ça, ils ont réussi. Bravo. Ils ont mis des parois et puis ils ont réussi. Super. Renforcer l'autonomie des universités. Non. Non. Et construire 80 000 logements pour les jeunes. Encore raté. Ah, c'est dingue ça. Dès qu'il s'agit de faire des mesures pour les riches, il y a un petit tic vert. Dès qu'il s'agit d'aider les populations, les jeunes, population en précarité, une croix rouge. Pas la bonne Croix-Rouge, la Croix-Rouge du IFEL.
Bilan international. Placer la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Raté, raté, raté. On a remis les néonicotinoïdes encore, les trucs tueurs d'abeilles, en disant non mais c'est bien, on en a besoin pour faire de l'agriculture. En plus que maintenant on n'a plus de blé russe. Il va falloir cramer les champs de merde pour avoir du blé, un rendement de fou pour pouvoir que les Français mangent une biscotte le matin. Rénover 1 million de logements mal isolés d'ici 2022. Encore raté. Faire de la France un leader mondial de la recherche sur la transition environnementale. Encore raté. Proposer dans les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise d'ici 2022, c'est-à-dire maintenant, 50% de produits bio, écolo ou ici de circuit court. Tiens, c'est une cracotte de circuit court. Oui. Bah, du coup, on l'a recramé de pesticides parce qu'on n'a plus de blé russe, mais avant, c'était bio. Créer une prime de 1 000 € pour acheter un véhicule neuf ou d'occasion moins polluant. Super. Mais une bagnole, ça coûte 10 000 balles. Et la mienne, elle vaut rien. Du coup, j'ai acheté une trottinette. C'est sympa, hein, mais c'est pas pareil. C'est pas la même utilité. Et puis, ne ratez pas ce soir. Exceptionnel. Attention, audition publique à 19h30. Elisabeth Martichoux reçoit. Elisabeth Martichoux reçoit Manuel Valls. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais qu'est-ce que tu fous là toutes les semaines à la téloche? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Audition publique, tu sais, genre, et puis ils font une pub dans les Échos pour te dire c'est bien, allez le voir, c'est super, c'est notre ancien Premier ministre, il sert à rien, mais allez le voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? En ce moment, je vous cache pas que je vois la télé que par les réseaux sociaux, donc un peu passer des trucs. Le fait qu'il y ait tout le temps Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, Manuel Valls, Daniel Cohn-Bendit et les autres me fait penser quand même globalement que c'est de la propagande, que c'est très mal fait et que ça fait mal à la tête. Alors éteignez votre télévision, connectez-vous le matin à la revue de presse du Monde Moderne, on y passe un moment agréable, tout en douceur, avec cette capacité d'échange, cet amour aussi de l'autre, cette bienveillance qui a finalement quitté les plateaux télévisés et les radios publiques et privées d'ailleurs, avec cette façon aussi de se parler directement les yeux dans les yeux, un peu comme Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. N'hésitez pas à nous rejoindre chaque matin, n'hésitez pas à appeler vos voisins pour qu'ils viennent aussi découvrir tout le sel de la revue de presse, ce bonheur quotidien où finalement nous pouvons passer de poèmes galants d'ancien François jusqu'à la nouveauté ou futur du métaverse. Voilà. Ratez pas ce moment quand même. C'est cadeau, c'est pour ceux qui veulent se faire mal à la tête ou se taper la tête contre les murs ou qui veulent rigoler un bon coup, hein, parce que j'imagine qu'il va remettre une couche de « c'est quand même dommage que personne n'appelle avec l'expérience que j'ai. N'hésitez pas, ce soir il y a un sketch à 19h30 chez Elisabeth Martichoux. Tiens, je parlais du métaverse justement. C'est la Corée du Sud qui plonge dans le métaverse. Alors quand tu vois la gueule du métaverse, j'y arrive pas, voilà, là, t'as vraiment pas envie d'y aller. Si c'est ça le métaverse, les pires soirées disco des années 90, remixées avec DJ Dumby. Bou, bou, bou. Dans le métaverse. Dans le métaverse. T'imagines l'enfer que c'est. Bon alors les Coréens on les a perdus, je pense que les mecs se sont dit on n'a plus rien d'autre à faire, allons dans le métaverse, c'est pour gagner des points, pour se dire on va prendre de l'avance sur les autres nations débiles, donc on va être encore plus débiles que les autres. Courage à nos amis coréens, je ne vais pas aller dans le métaverse, je vous cache pas que ça fait vraiment pas envie. Antoine est notre envoyé spécial quasi hebdomadaire dans le métaverse, mais si c'est pour retrouver Charlie et Lulu et le Hit Machine avec des tubes de merde et une déco aussi pourrie, je préfère encore rester tranquillement dans le monde moderne, hein. C'est n'importe quoi. Ouais, désolé pour l'image, c'est un peu de la merde. C'est la connexion. Et puis vous vous dites, mais comment on va faire avec toutes ces sanctions? Alors ça, c'est les Échos, propriété encore de Bernard Arnault. Saint Bernard Arnault. Bernard Arnault, vous savez, c'est le Français le plus riche du monde. C'est aussi le propriétaire d'Emmanuel et Brigitte Macron. C'est grâce à lui que nous avons ce président Soleil qui est là pour notre bien. C'est grâce à Bernard. Alors les groupes de luxe se sont barrés quand même de Russie. Alors il a fait une dernière fête, LVMH, à Moscou, puis après ils se sont dit bon, ça va se voir, on s'en va. Mais vous avez Renault, toutes les autres boîtes qui continuent à faire du business parce que sans ça c'est la mort économique. Alors c'est pas grave, l'Europe a un plan, il s'agit d'un nouvel emprunt européen anti-crise.
On est déjà à combien d'emprunts là? C'est combien? Écoute, face au choc économique lié au conflit ukrainien, l'Union européenne planche sur un plan de résilience et d'autonomie. Un consensus politique devrait émerger sur la nécessité de dégager des moyens communs supplémentaires dans 3 domaines, l'énergie, la défense et l'alimentaire. Bah oui, eh bah oui, eh bah oui, sans le blé russe et sans le gaz russe, puis bon, vu qu'il faut faire la guerre, il va falloir faire plein d'armes. Alors bizarrement, l'Europe sociale a disparu, hein, elle n'a jamais existé, vous allez me dire, mais ce pilier de l'Europe sociale, oublie, si, maintenant on a des Ukrainiens qui travaillent pour pas cher, ça c'est social, ça va être super social. Et puis, la ministre des Finances des Pays-Bas explique, hein, elle attend une proposition formelle de la Commission sur un fonds de résilience avant de se prononcer avec une réforme du pacte de stabilité. Donc on va s'endetter, les gars, pire que les États-Unis. Alors je pense qu'on peut battre les 30 000 milliards de dollars de dette, mais c'est nous qui allons payer, pas eux. Eux, ils s'en foutent, là, ils rigolent avec Ursula et sa choucroute, et ils s'en foutent, ils vont nous endetter. Ils appellent ça un plan de résilience. Moi, je te foutrais tout ça dehors, franchement. J'ai pas de solution, hein, je dis pas, mais à un moment, j'ai pas confiance en ces gens-là. Parce que s'endetter avec de la monnaie de singe, d'accord. Mais après, faire semblant qu'on va la rembourser, ça c'est grave. Parce que je pense pas qu'on va ça sert à rien de dire qu'on va la rembourser. Ou alors ça va coûter vraiment trop cher. Bref, l'Europe c'est quoi? C'est de la dette. Et puis, le scénario de l'extrême du gaz russe avec une interview choc dans les Échos de la patronne de Total, je crois. Alors déjà, sur le prix des carburants, pardon, j'ai plus de café, il se fait tard, hein, 10h13, dites donc. Vous n'êtes pas au travail, vous? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez le lundi matin, là? Je regarde la revue de presse. Colonie Cérelle. Oui, ça va être Hunger Games, tu sais. Le district de machin. Ah, mais on y est, hein, on y est quasiment. Hein. Alors, lâchez-nous la dette, ouais. Filez-nous la dette. On va en faire un produit de finance casino, petits oignons. Des mesures ciblées sont envisagées pour le prix des carburants. Alors, on va faire des petits chèques hein, pour certaines entreprises. Toi, tu vas payer 2 € à la pompe. T'inquiète pas, si tu vas sur les ronds-points, on te coupe la tête. Hein. Ça va être plus compliqué que la dernière fois. Donc, c'est quand même bien n'importe quoi. Mais c'est pas grave, hein, on nous rassure. Et puis voilà, sans gaz russe, nous entrons dans un scénario de l'extrême. Alors, je vais vous lire cette interview parce qu'elle est... si vous devez retenir un truc aujourd'hui de la revue de presse, c'est quand même la directrice d'Engie, Catherine McGregor, qui évoque ce qui va se passer. Il faut être lucide, les leviers qui sont à notre main sont d'une portée limitée. Ils ne seront pas suffisants pour remplacer tout le gaz qui vient de Russie. Voilà. Alors d'abord, elle condamne l'invasion de l'Ukraine, bien sûr, hein, le conseil d'administration aussi. Et puis, deuxième élément, il n'y a pas d'activité industrielle en Russie ni en Ukraine. Hein. Donc Engie peut parler tranquille. Nous achetons du gaz russe qui représente 20% de nos ventes et de consommation mondiale dans le cadre de contrats de long terme. En ce qui concerne les livraisons de Gazprom, elles continuent à arriver normalement en France et en Europe actuellement. La progression que vous évoquez par rapport au mois dernier n'est pas significative. Pas d'arbitrage. Alors, vous versez chaque jour de l'argent à la Russie pour lui prendre son gaz. Nous finançons la guerre? Demandent les Échos de Bernard Arnault. À titre personnel, personne n'est allé voir le bétonnier Lafarge en disant « Mais votre usine en Syrie finance Daesh ?» À l'époque, personne n'en parlait. Hein. À titre personnel, je pense pouvoir parler au nom de tous les collaborateurs d'Engie et je suis extrêmement choqué et ému par ce qui se passe en Ukraine. Bon, alors on met une couche pour être sûr qu'elle n'est pas pro-Poutine, hein, parce que sinon t'es... non, mais aujourd'hui, l'Europe dépend à 40% de la Russie pour ses achats de gaz. Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, aujourd'hui, l'Europe dépend à 40% de la Russie pour ses achats de gaz. Dans certains pays d'Europe de l'Est, cette dépendance est de 100%. Stopper les achats de gaz russe aurait des conséquences importantes de manière immédiate sur les prix de l'énergie et dès l'hiver prochain sur les clients, les industriels comme les particuliers. Alors déjà, aujourd'hui, le prix de l'énergie est beaucoup plus que ce que nous payons. On vit sur un nuage, un petit mirage, et vous allez voir, il y a un plan de résilience qui s'appelle « Arrête de te chauffer, connard ! Fais un effort et mange des insectes, il n'y a plus que ça. » Vous allez voir, c'est super. Et donc, voilà. Donc, notre mission, hein, voilà, c'est de fournir le gaz aux populations que nous servons, et il y a des sanctions. Alors, vous voyez, c'est pas Maggie, c'est un autre chat. Alors, j'ai pas son nom. Maggie est déjà à la maison, elle prend ses marques. Je vous la montre tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et c'est pas Maggie qui est devenue Gandalf le blanc, hein, non, c'est juste un chat blanc. Enfin, blanc et crème. Très jeune et très curieux.
Drôle d'animaux. Alors, je continue cette interview. Je vous dis vraiment, c'est dans les Échos, lisez-la parce que vous allez comprendre le bordel que c'est. Alors, est-ce que la France peut diversifier ses approvisionnements? Nous y travaillons. Nous négocions des volumes additionnels avec nos fournisseurs dans le cadre de nos contrats de long terme avec la Norvège et les Pays-Bas, l'Algérie et les États-Unis. Ah, c'est bizarre, tiens, les États-Unis. Oh bah alors. Ah, mais c'est étonnant. Nous revoyons nos procédures d'exploitation pour augmenter la capacité de déchargement de notre terminal de Fos-Cavaou, près de Marseille. Mais il faut être lucide. Voilà, les leviers, machin, on va pas réussir. 40%, on va pas réussir. Voilà. Le vrai problème, ce serait le remplissage des stockages au printemps et à l'été en préparation de l'hiver 2022-2023. Il serait très difficile de trouver les volumes nécessaires et ce serait très dur en cas de conflit long en Ukraine. Voilà. En réalité, nous entrerions alors dans un nouveau monde pour l'énergie, sous l'effet d'un choc physique et d'un choc de prix sans précédent qui transformerait sans doute durablement le paysage énergétique. Là, ça veut dire qu'il va falloir se chauffer, il va falloir arrêter de se chauffer. Et pour la production, c'est pareil. Et alors là, pour l'explosion de l'inflation, c'est parfait. Alors comment faire? Comment on fait? Dans une situation extrême, si nous ne recevions plus de gaz de Russie, il n'est pas inimaginable que les pouvoirs publics mettent en place des mesures de limitation de la demande, mesures qui sont déjà prévues par des dispositifs gouvernementaux. Ah, des utilisateurs industriels pourraient réduire temporairement leur consommation de gaz. On pourrait demander aussi aux Français de baisser leur consommation, leur chauffage. 1 degré en moins sur une durée de 12 mois. Cela représente 10 à 15 TWh de gaz économisés. Non seulement tu vas aider la planète en ne chauffant pas, mais en plus tu vas aider la France qui ne peut plus acheter de gaz russe. T'es pas content? Quoi, il fait moins 2 degrés chez toi? Ah bah oui, bah écoute, il faut aller à Decathlon ou n'importe quel beau campeur, vieux campeur, acheter un bon duvet de haute altitude. Hein. Et tu vis avec un bonnet et des moufles. Compliqué pour taper en télétravail. Non, mais c'est grave. Hein. Alors, les prix du gaz déjà stratosphériques risquent de flamber encore plus. Comment pourra-t-on faire face? Face à un tel scénario, on ne pourrait pas laisser les marchés fonctionner sans intervention. Ah, mais la main invisible alors? Ah non. Là, il faut que toi, tu payes pour les marchés. Vous allez voir, c'est super. Mais ce choc pourrait être anticipé, par exemple avec la mise en place d'un plafonnement des prix de gros du gaz en Europe, qui aurait le mérite par ricochet de limiter les prix de l'électricité qui sont liés, et de rendre moins sensibles les variations pour le consommateur. Donc l'idée, c'est de faire des cadeaux aux entrepreneurs, aux riches, aux sociétés qui vendent de l'énergie. Toi, le consommateur final, tu ne te chauffes plus. Et le prix augmente, mais moins que ce qu'il aurait dû augmenter. Tu vois? C'est un peu la chaîne de Ponzi, mais pour l'énergie. Une mise en place coordonnée d'un tel mécanisme pourrait d'ailleurs s'envisager rapidement. Il faudrait qu'il y ait des mesures permettant aux fournisseurs européens de continuer à acheter des cargaisons de gaz liquéfié au prix du marché mondial avec un mécanisme de compensation par les pouvoirs publics. Donc on en est là, de trouver du gaz liquéfié américain à un prix bien sûr qui va nous faire exploser le truc, mais cette guerre va permettre de foutre en l'air l'économie européenne au profit de l'économie américaine. Voilà, les Russes s'en foutent, ils vendent tout aux Chinois maintenant. Je vous synthétise le truc, mais c'est comme ça, les gars. Comme ça. Von der Leyen, elle est comme ça. Macron, il est comme ça. Les mecs, ils nous foutent en l'air l'économie, ils font de la dette, et après, ils font des aides que nous, on paye pour nous endetter à vie avec de l'énergie qu'on ne peut plus acheter. J'appelle ça brillant. Brillantissime, c'est un plan brillantissime. Je n'ai pas d'autre mot. Peut-on remplacer le gaz par d'autres sources d'énergie ? Le charbon doit rester tabou autant que possible. Alors Kretinsky, par exemple, le milliardaire tchèque qui est propriétaire de Franc-Tireur du Monde et de plein d'autres médias en France, a fait fortune dans le charbon. Et il continue. Et d'ailleurs, il rachète les centrales à charbon en France. Du coup, il fait campagne pour Macron pour être bien vu. Avec Franc-Tireur, d'ailleurs. Vous voyez tous les mecs de ce magazine, Franck Torchon, Christophe Barbier, Enthoven, Fourest, comme je le disais tout à l'heure, eux, ils ont open bar dans les médias. C'est eux qui t'expliquent comment penser, connard. Voilà, tu comprends pourquoi. Et leur patron, il a fait fortune dans le charbon, mais c'est tabou. C'est pas grave. C'est à cause du réchauffement climatique. Mais vu qu'on va plus se chauffer, on peut bien se chauffer un peu en charbon? Non, c'est tabou. D'accord. Oui, parce que pollution atmosphérique. Bon, alors, et nous sommes encore plus dépendants de la Russie pour le charbon que pour le gaz. Bon, alors on laisse tomber. Mon espoir est que dans ce nouveau monde, la société regardera les énergies renouvelables différemment. La petite éolienne au fond du jardin, la mini-centrale au fond du jardin. Un Français, une centrale. Ce serait pas mal.
Et donc tout ça est possible, hein, une source intermittente. Voilà. Peut-on accélérer à très court terme les investissements dans les énergies vertes ? Pour le biométhane, nous pouvons démarrer plus rapidement des unités qui ont obtenu autorisation. Biométhane, c'est la fiente de porc qui fait du méthane que tu recycles pour faire du chauffage. Pourquoi pas ? Et voilà, la connexion au réseau électrique, bien sûr. Et puis, on ne va pas fermer les centrales tout de suite, hein. C'est vrai, 2 de nos réacteurs belges doivent fermer en octobre 2022 et en février 2023. La fermeture a été préparée, revenir dessus ne serait guère réaliste. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Mais bon, on va tirer sur la corde de la centrale. Et puis, Engie est exposé à une perte de près d'1 milliard d'euros en cas de dépôt de bilan de Nord Stream 2. Est-ce que cette hypothèse est probable ? Si la société Nord Stream 2 faisait faillite, en conséquence des sanctions entrées en vigueur le mois dernier, notre risque de crédit se matérialiserait. Nous avons communiqué sur notre exposition maximale. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc les Américains ont réussi à faire fermer Nord Stream 2, ça fait chier tous les partenaires européens qui travaillent dans l'énergie. Eux, ils sont très contents, ils s'en foutent, hein. Ils vendent leur gaz liquéfié, et nous, on applaudit de demain. Tout ça, c'est pour la liberté, la démocratie, évidemment. Et puis, est-ce qu'il y a un problème à continuer de travailler avec Gazprom dans Nord Stream 2 ? Nous sommes actionnaires d'un tuyau qui transporte une partie du gaz que nous achetons. Le gazoduc Nord Stream 1 n'est pas concerné par les sanctions. Si de nouvelles sanctions arrivent, nous en tirerions bien sûr les conséquences. Formidable. Merci pour cette interview vérité qui dit en fait, vous êtes vraiment dans la merde. Voilà, on va payer, enfin on va plus chauffer, on va plus manger, on va voter Macron, on va plus voter, on va être dans le métaverse. Ce sera une cacahuète par jour et le métavers, 10 heures par jour, pour être sûr que ça va bien. Quel monde merveilleux, mais quel monde de merde. Et puis ce qui m'a fait bien rire ce matin dans les Échos, le canard de Bernard Arnault, c'est quelles sont les valeurs refuges en cas d'attaque nucléaire ? C'est vrai, tu te poses la question, tu dis merde, on n'est pas loin de l'holocauste nucléaire, quelles sont les valeurs refuges ? Alors tu dis la famille, l'abri atomique. Non. En cas d'attaque nucléaire et de destruction d'une partie de l'humanité, quels actifs sur quel continent pourront jouer le rôle de valeur refuge ? Alors le plomb, et dans une moindre mesure, l'or résiste assez bien aux radiations nucléaires. Donc c'est le moment d'acheter du plomb et de l'or, hein, si vous avez de la thune et que vous ne savez pas quoi en faire. Ces deux actifs n'ont progressé que de 7% cette année, loin derrière l'aluminium, le palladium et le nickel. Les biens qui auront de la valeur seront les denrées non contaminées, notamment l'eau potable, vu qu'il n'y en aura plus. Ah, merci les Échos. Donc vous savez quoi faire en cas d'holocauste nucléaire si jamais une grande partie de l'humanité est rayée de la carte et si les radiations vous pourrissent la vie, investissez dans l'or et dans le plomb, ça c'est de la valeur refuge. C'est un petit tuto comment rester riche après la fin du monde. C'est les Échos, c'est Bernard Arnault qui vous propose ce petit tuto, bien sympa ma foi. Je suis content de savoir que les valeurs refuge en cas d'attaque nucléaire sont le plomb et l'or. Ça fait plaisir. Il y a toujours... Tu peux creuser, hein, la connerie, c'est jusqu'au bout. Il y a des mecs là dans des salles de marché qui sont en train de se dire « Oui, il y a une chance sur 10 que ça pète ». Ça, c'est un trader de je sais plus qui est interviewé dans les Échos qui dit « Ouais, on est sur un scénario d'1 sur 10 ». C'est beaucoup. C'est beaucoup quand même, une chance sur 10 que ça pète. Bon, je vous dis ça, on rigole, hein, mais chaque jour qui compte, chaque jour qui passe est un jour qui compte. Commencez dès maintenant à investir dans des valeurs refuges. Hein. Ce ne serait pas arriver à un moment où on est à plus de 37% sur l'or, etc. Et puis commencez aussi à faire des réserves d'eau enterrées bien profond autour de couches de plomb. Parce qu'on n'est jamais trop sûr. Hein. Un petit verre d'eau, oui, c'est 150 000 $. Une goutte d'eau alors ? Oui, c'est 125 $. Merci. Dollars qui ne vaut plus rien, bien sûr. Mais c'est pas grave. Quel monde de merde. Mais c'est génial. Mais enfin, incroyable. Ouais, les mecs, ils sont pas dans la même réalité que nous. Hein. Tu sens très bien que les mecs sont ailleurs. Hein. Dis donc, Yves, on a une chance sur 10 de l'holocauste nucléaire. Quelles sont les valeurs refuges en cas de disparition de l'humanité ? Alors écoute, le plomb et l'or, ça me semble pas mal. Les gars... Moi, je pense plutôt, la valeur refuge, tu vois, c'est à partir du moment où tu sais que c'est l'holocauste nucléaire, tu sors avec ton slip en cuir, tu te mets nu sur ta voiture et tu roules à fond, quoi, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'essence. Et tu essayes de récupérer un flingue, quoi. Parce que c'est vrai, personne ne s'est posé la question, pourquoi dans Mad Max, ils s'habillent bizarre en cuir ? Ils auraient pu continuer d'être en costard et tout. T'imagines ? Imagine Stanislas Guérini dans Mad Max, quoi. C'est quoi ce bordel ?
Stan, pourquoi t'as mis une tenue SM? Bah, je sais pas, c'est pas la fin du monde. Putain, Stan, va remettre un costume, c'est pas possible ça. Manuel Valls, je le vois mieux déjà, plus, tu vois. Un truc avec des pics partout, des lames de rasoir et tout. Moi, je me vois bien avec un t-shirt Mickey, tu vois, et un pantalon en cuir avec 2 gros flingues de chaque côté. J'aime bien. Pas trop... peut-être des piercings de téton pour ajouter un petit côté... voilà. Et un gros tatouage comme ça, une barre noire là, de ce côté-là. Ça serait pas mal. Peut-être me le faire d'ailleurs avant la fin du monde. Il y a un petit salon de tatouage pas loin dans le village là. Je vous jure, j'ai une grosse barre noire comme ça. C'est pour... Ou tu sais, un tatouage pour éviter la reconnaissance faciale. Alors, en même temps, si il n'y a plus d'humanité, fini le Green Pass, fini l'identité biométrique. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. Il faut voir le beau côté des choses. Hein. Moins d'humains, moins de conneries. Le cosplay post-apo... quel est le dress code? Mad Max. Ok. Et la soirée bascule. Et soudain, la soirée au ministère de l'Intérieur bascule. Ça se passe forcément mal. Oui, j'enlève d'abord la veste et puis... Non, on se calme. Gérard Larcher aussi, putain, lui ce serait le chef du village. Tu sais. Il y aurait un camp au Sénat avec 2 camions rouillés qui ferment la porte de Luxembourg. Amenez-moi le leader de l'opposition. Et là, t'as Larcher, complètement nu, avec un pagne, tu vois, en cuir, avec des têtes réduites en ceinture et des crânes, tu vois. Oh putain, en fait, je dis, ouais, ça pourrait être très très drôle. Et je pense que les gens kifferaient la fin du monde. Enfin, ce type de fin du monde. Kenshiro, ouais, c'est ça. Le contouring, ça marche. Ah, vous êtes encore plus tard avec moi. Ça fait plaisir. Donc voilà, merci les valeurs refuges, merci la vie, merci. Et puis, comment remplacer le gaz russe? On en parlait tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez l'image. J'ai l'impression que c'est totalement figé. Je fais un refresh. Allô? Bonjour. Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? On va faire une petite expérience d'hypnose collective. Vous entendez le son de ma voix, vous écoutez la revue de presse du monde moderne, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous flottez déjà. Voilà, ça marche. Donc j'arrête la pub. Et non, je ne peux pas arrêter la pub, ça c'est la magie d'Amazon, de Jeff Bezos. Non, Asselineau n'a pas ses parrainages, je réponds. Et amenez-moi des... Donc ça, c'est un petit graphique des Échos qui t'explique comment remplacer le gaz russe. Ah oui, comment? Alors là, c'est très simple. Nouvelle source d'approvisionnement, donc 30-40% on peut récupérer, hein, donc on va payer très cher. Remplacement du gaz dans la production d'électricité, alors on ne sait pas comment, mais voilà. Mesure d'économie par les ménages, 30%. Donc là, c'est le moment où vous ne vous chauffez plus. Voilà. Hein, vous ne mangez plus chaud non plus. Fini l'eau des pâtes, de toute façon il n'y a plus de pâtes, hein, vu le prix du blé. Donc vous mangez des graines, des insectes. Éventuellement, si vous avez un congèle, vous avez mis des bouts du voisin que vous avez tué puisque c'est la fin du monde, mais si vous êtes anthropophage, hein, puisqu'il y aura des tribus d'anthropophages et puis les tribus végétariennes, enfin ça va être compliqué, mais voilà. Les mesures d'économie dans l'industrie, 55-65, mais alors c'est des mesures d'économie sauvées par la dette collective qui permet d'avoir des mesures d'aide, d'incitation, etc. Et puis la réduction d'autres usages. Quels sont ces autres usages? Je ne sais pas, mais ça fait partie du plan magique. Voilà, c'était la revue de presse du monde moderne. Nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous connectés surtout à cette revue de presse. Merci d'avoir été encore une fois si nombreux. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur nos réseaux sociaux, YouTube, Twitter, ici sur Twitch, vous pouvez également vous abonner pour ne plus voir les pubs et autres. Et puis sur Patreon, vous pouvez nous soutenir pour 1 euro symbolique par mois ou beaucoup plus en devenant oligarque du monde moderne pour 30 euros par mois si ça vous chante. Et puis n'hésitez pas surtout, et ça ne coûte rien, de parler de cette revue de presse, de partager le lien de cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux et autour de vous. Voilà, chaque matin, c'est à 9h ou presque, on parle de cette actualité formidable qui est de moins en moins drôle, j'avoue, mais on arrive quand même à passer du métaverse à Gérard Larcher déguisé en chef de village de Mad Max. Donc je pense que ça tient la route. On peut encore faire quelques jours avant la fin à rigoler, quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas en fait.
Vous vous rendez compte que dans les salles de marché actuellement, de Paris, New York, Berlin et ailleurs, on table sur une possibilité de 1 sur 10 d'explosion nucléaire quand même, quelque part. Quand même. Oh, c'est peut-être pour faire peur, pour faire monter les prix de l'énergie, remarque. Non, c'est des conneries. Les mecs, ils bouffent des Twix et tout, ils ont plein de coke, ils font Ah, moi je dis 1 sur 10. Ouais, non, c'est. En fait, je suis con. J'étais prêt à y croire. Bon, allez, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Faites attention à vous. Et je vous dis à demain, je vais demander à Antoine de le faire, sinon ce sera jeudi pour moi. Je vous embrasse. Bonne journée, bon courage, ciao. Et pensez à investir dans les valeurs refuges que sont l'or et le plomb. On n'est jamais trop sûr.